tout le monde soit là. Vous avez donc sous les yeux le plan et vous avez ma tête en bas à droite où ça cache en fait les ordonnances, puisque on va parler des charges, rappel sur le fonctionnement des flux de charges sociales. Donc je vais vous rappeler les mécaniques des charges sociales. Il y a un report des charges sociales de mars à avril, nos conseils sur les charges, le loyer et les énergies, les assurances, les autres contrats, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. Tout ça, ça va être fait pour essayer de générer de la trésorerie. D'un côté, les aides, les bénéficiaires, le fonds de solidarité et l'aide CPSTI du SSI, parce que tout le monde confond l'aide du CPSTI et le fonds de solidarité. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. La région, la garde d'enfants, nos conseils sur les aides aussi. Et on va parler en autre, parce que pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de trésorerie, hors BPI, tout ça c'est hors BPI, la TVA et la CCSF, ainsi qu'une présentation du site Les Aides. D'accord? Donc, tout ça, on va essayer de le présenter. Ça risque d'être plus long, comme je vous avais dit hier, ça risque d'être une présentation plus longue que les jours précédents. Et on va voir ce que ça va donner. Bah, tu vois, je peux voir les deux. Hein, donc, ici, je vous ai fait cette petite bestiole que tout le monde commence à connaître maintenant, cette petite bébête. Donc, coronavirus, les indépendants, ce qu'il se passe pour vous, artisans, commerçants, profession libérale. Je tiens à dire, par exemple, que les premiers sanctionnés pour l'instant de toutes ces démarches, c'est les mandataires sociaux. Donc, ça ne concerne en aucun cas les PDG, DG. D'accord? Vous savez que depuis quelques années, on avait une mode de faire des SAS et de créer des PDG, DG. Moi, j'ai toujours été plus ou moins contre, sauf deux cas de figure particuliers. Quand on a un statut social par ailleurs, donc on peut être PDG, DG, ou quand on a une pathologie physique, ou très proche de la retraite. Mais hormis ces deux cas, je ne vois pas toujours pourquoi on crée des SAS. D'accord? Là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils sont encore pénalisés. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce que notre cher État, ne sachant pas trop ce qu'il fait, il change tout le temps. On a eu quand même ce matin Muriel Pénicaud qui a dit quelque chose qui n'est ni plus ni moins que dans l'ordonnance de vendredi, publiée samedi matin. J'avais presque envie de prendre le téléphone si elle avait pu m'entendre. Je dis, mais vous avez lu ce que vous avez publié ou pas? Donc, c'est quand même hallucinant. OK? Allez, on attaque. On va attaquer un petit peu ce support. Donc, je rappellerai, juste avant, il y avait le plan. On va attaquer ce support. Hein. Et ce support, là, bien sûr, vous l'aurez sur le site internet de Défi Conseil, la page coronavirus. Vous aurez ce support complet. Mais qu'après, parce que si jamais j'ai fait une erreur, ça sera toujours l'occasion de me le dire. D'accord? Allez, je me lance. 125, c'est bien. On est 125. J'aurais préféré 150, mais on n'est déjà pas si mal. On avance. Donc, mes charges, les aides et autres. Attention, les PDG, DG ne sont pas concernés. D'accord? Ensuite, on va faire les charges au sens large pour essayer justement de voir un petit peu ce qu'il en est. La première chose que je voulais vous expliquer, c'est la mécanique de paiement des charges sociales. Puisque c'est quand même l'un des moteurs de ce qui va se passer, toutes caisses confondues, que je sois libéral, infirmier, kiné, que je sois artisan, commerçant, mais dès le moment où je suis TNS, puisqu'aujourd'hui on parle bien des indépendants, on est tous dans une mécanique de cotisation sociale. Donc on va s'arrêter 5 minutes pour savoir comment ça marche. Par exemple, au début de l'année N, on va faire N avec règle de N-1, d'accord? Et après 2-3 précisions. Et juste après, il y a un slide sur un exemple chiffré. Donc en début d'année, qu'est-ce qui se passe? Les charges sociales sont provisionnelles et elles sont sur la base du seul résultat connu, c'est N-2. C'est vrai que début 2020, je ne connais pas encore le bénéfice de 2019 puisque je n'ai pas sorti mon bénéfice de 2019. Donc, je vais le calquer sur 2018. Ensuite, en cours d'année, quand nous, on fait la DSI ou la DSPMAC, on va envoyer à l'URSSAF, en gros, pour faire simple, et aux autres caisses, on va envoyer ce que vous avez gagné en 2019. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils régularisent les charges provisionnelles de N sur N-1, puisqu'on vient de connaître le résultat. Et ça, comme ils le savent généralement en juin, ils vont le réétaler, voire juin ou juillet, enfin vers mai ou juin, selon la vitesse qu'on a donnée. Ils vont réétaler les charges entre 7 à 8 mois sur la fin de l'année sur la régularisation de la provisionnelle. D'accord? Mais il se passe aussi une deuxième étape, c'est que comme ils ont connu le résultat de N-1, ils vont aussi régulariser les appels de charges sur la même mécanique de l'année dernière pour N-1. Et certaines caisses de retraite, complètement à droite, ils vont régulariser des fois sur les 2 derniers mois. Ça peut arriver par exemple pour la CAVEC ou pour d'autres caisses comme celle-ci.
D'accord? Ça, c'est le principe des charges. Bon, je sens que ce n'est pas toujours compréhensible, donc j'ai fait un exemple. Et vous allez voir de manière chiffrée ce qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas prévu que je sois en bas à droite, mais je vous le dirai. Donc, pour bien comprendre les charges, si je suis dans l'année N, dans l'année des 50 000, je suis obligé de connaître au moins N et les 3 années qui précèdent pour pouvoir vraiment faire un calcul précis des charges. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en début N, les charges sociales sont calculées et étalées sur le bénéfice de N-2. On est bien d'accord? Puisque je vous disais qu'en N, ils ne connaissent pas N-1, on n'a pas sorti le bilan, ils connaissent N-2. Donc là, en la matière, ils m'appellent 30 000 euros, ce qui ferait 15 000 euros de charge. Parce que vous voyez en dessous du petit tableau sur la gauche, avec les 4 années, on retient un taux de charge de 50% pour la pédagogie. Bien sûr, ce n'est pas 50%. Ça dépend complètement de quel métier vous faites. Mais j'ai voulu prendre 50% pour que ce soit un cas simple. Donc, les charges sociales sont appelées sur 30 000. Donc, ça vous fait 15 000 euros de charge. Ils vous appellent 1 250 euros par mois. Ensuite, au mois de mai ou au mois de juin ou au mois d'avril, on leur dit le bénéfice que vous avez fait l'année qui précède. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vous font un réajustement en vous disant mais on vous a appelé en début d'année sur 30 000, or, vous avez fait 40 000, on vous demande sur les 10 000 euros de base supplémentaire 5 000 euros de charge, qu'on réétale sur la même durée, c'est-à-dire 7 mois. Donc, ça fait 714 euros de plus par mois. Ensuite, ils vont vous dire, mais l'année dernière, on a appelé en début d'année sur la base de 26 000. Ensuite, on a réajusté la provisionnelle, pour ça que j'ai dit ajustement, on a ajusté la provisionnelle sur 30 000, mais en fait, vous en avez gagné 40. Donc, il faut bien que, puisque l'année dernière, je vous ai fait payer sur 30 000, vous en avez fait 40, me payez aussi la régularisation de l'année qui précède. Donc, à nouveau, 5 000 euros, 714 euros de plus. D'accord? Et c'est ça que vous allez payer sur l'année N. Et si vous remarquez, ça fera 1 250 euros pendant 12 mois, plus le réajustement de la provisionnelle, 714 euros pendant 7 mois, ce qui vous fait bien 20 000 euros de charge, soit 50% du bénéfice N-1. C'est ce que vous aurez payé en charge provisionnelle, puisque l'autre, c'est la régularisation de N-1. Et on continue et on glisse comme ça. Donc, c'était, je pense, indispensable pour vous rappeler comment fonctionnent les charges. Et pour beaucoup d'entre vous qui me posaient assez souvent ce genre de questions, c'est vrai que je n'avais jamais fait un petit tableau comme ça. Vous avez un tableau que j'espère assez explicite. D'accord? Sur ce tableau-là, si quelqu'un a des remarques, on y va parce que c'est important pour la suite. D'accord? Je vous dis, ça risque d'être plus long que les autres jours. Donc, s'il y a une question ou deux, n'hésitez pas. D'accord? Bon. Ensuite, une fois que j'ai cette mécanique de cotisation sociale et que je la maîtrise, qu'est-ce qui va se passer pour les charges? Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, en ce moment, pour les charges? Ben, ils nous ont dit quoi? Ils ont dit que les échéances du 20 mars vont être décalées, reportées, d'accord, sur les mois suivants. Certains qui payent au 5, par contre, c'est ce qu'avait dit Lydie, je crois, la semaine dernière, mais moi, j'ai déjà eu mon prélèvement. Mais ceux qui ont eu le prélèvement le 5, c'était pas, parce qu'on peut être soit le 5, soit le 20. Ceux du prélèvement du 5 mars, eux, ils continuaient toujours. C'était bien les prélèvements du 20 mars. Et ceux qui ont été prélevés pour le 20 mars, je vous le note ici, vous avez le droit de faire un rejet de prélèvement. Je rappellerai qu'un rejet de prélèvement est valable jusqu'à 8 semaines, pas que dans 6 semaines. D'accord? Donc, si certains ont été prélevés l'échéance du 20 mars, vous pouvez rejeter l'échéance du 20 mars, dire à votre banquier, ça, je le rejette, il vous prendra peut-être des frais à voir, ça, je le rejette. Vous risquez rien, puisque l'URSSAF ne pourra pas vous mettre de majoration, puisque c'était inscrit dans les textes. Donc, vous serez réétalé, mais vous ne paierez pas de majoration. On s'attend au même report pour les échéances d'avril. Les échéances reportées seront lissées, normalement, dans le texte, c'est lissé sur les mois suivants. C'est-à-dire que si on reporte mars, on reporte avril, on va lisser ces 2 mois-là, du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Ça, c'est le principe. Pour l'URSSAF. Pour les caisses des professions libérales, qui sont des caisses autonomes, qui ne sont pas appelées donc par l'URSSAF, ben, ils ont adopté à peu près le même système. On sait déjà, la Carpinco, qui est l'une des caisses qui concerne notamment nos chers Ginel, cette caisse-là a d'ores et déjà dit que l'échéance du 15 mars au 30 avril, ils ne les prélèveront pas. Par contre, ensuite, ils seront reportés sur novembre et décembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le choix de reporter ou pas reporter. D'accord? Je vous expliquerai ensuite quelle est ma position à moi. Voilà ce qui s'est passé pour les charges URSSAF, celles qui concernent les indépendants. On est spécial indépendant aujourd'hui sur les charges URSSAF. Donc, vous pouvez rejeter le prélèvement du 20 mars si jamais il a lieu.
Et pour les caisses de retraite, ça sera étalé dans le temps. D'accord? Nos conseils sur les charges sociales, justement. Nos conseils, c'est ne rien faire est la meilleure des choses à faire. Alors, pourquoi je dis ça? Pour ceux qui ont connu le RSI au moment de la création du RSI, c'était 2007 ou 2008, vous savez qu'avant, on avait tous l'URSSAF, la maladie, la vieillesse, avec vieillesse, l'AVA ou l'organique, ainsi que toutes les caisses autonomes. Ils ont fusionné tout ce beau bordel, et quand ils ont fusionné tout ça, ça a été un gros capharnaüm sur le plan informatique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans des situations dramatiques. Et ensuite, quand ça a commencé à fonctionner en 2014, ils se sont dit, tiens, on va peut-être tout changer, on va tout rechanger, ça s'appelle le SSI. Ils ont changé la lettre. Bon, moi, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous mettez un grain de sable dans l'organisation de ces organismes-là, vous vous donnez le bâton pour vous faire battre et pour faire en sorte que ça bug. Du style, je veux quand même payer mars et avril, parce que j'ai la trésorerie, je peux me permettre, etc. Alors qu'eux, ils vous l'ont rejeté d'office. Attendez-vous à ce qu'ils soient capables de dire, OK, mars et avril, ça a été rejeté, ça a été payé, mais de repayer quand même en lycée toute l'année. Parce que, excusez-moi si je ne leur fais pas trop confiance, j'ai trop vécu de cas avec le RSI, c'était le brr. Voilà. Donc, attention à ça. Si vous avez la trésorerie que vous voudriez payer, mettez l'argent de côté, quelque part, sur un compte, quoi que ce soit, et vous vous dites, à la fin de l'année, je sais que j'aurai ça de prélevé. C'est quand même la situation la plus favorable. Et je rappelle qu'il ne s'agit que d'un report. À ce titre, il est donc de bonne gestion de mettre l'argent de côté. Ce n'est pas une exonération. Il y a un tollé en ce moment en disant, mais si on faisait une exonération au lieu de report, mais ça ne peut pas fonctionner. Le système s'écroulerait. Donc, on ne peut pas faire ça. Ils sont obligés de faire un report. Mais comment les faire lisser? Non, on ne leur fera pas lisser, c'est que d'office, eux, ils ne prélèvent pas, et ensuite, ça sera lissé dans leur système. C'est ce que je viens de dire. Informatiquement, c'est eux qui vont s'en occuper. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Par contre, nous, bien sûr, on va vérifier. Un compte dit professionnel ne sera pas débité de la part de l'URSSAF et ce pendant 6 mois. Alors, ce pendant 6 mois, j'ai des gros doutes quand même. Hein. Pendant 2 mois, pendant 6 mois, j'ai des gros doutes. Et je ne l'ai pas lu. Donc, je sais que c'est bien si les banques ont eu l'ordre de rejeter les prélèvements de l'URSSAF, mais je n'ai pas eu du tout un 6 mois. Donc, comme j'entends tout et de rien et dans tous les sens, donc je me méfie. Pour l'instant, on sait que les 2 mois, ils sont lisés. Ça, c'est les textes. D'accord? Donc, mars, vous rejetez. Avril, vous ne faites rien. Vous laissez faire le système. Et ça va se régulariser sur les mois qui suivent. D'accord? Ça, c'est le principe. Ensuite, avant de passer au suivant, donc c'est les charges sociales. C'est assez simple. Ça vous donnera une petite bouffée d'oxygène. Et ça se réétale. Et laissez faire le système si possible. Le loyer et les énergies. D'accord? Donc, le loyer, ici, c'est toujours pareil. J'ai entendu de tout et de rien. Le droit de report des loyers ne concerne en réalité que les entreprises qui ont été obligées de fermer en rapport à l'arrêté du 15 mars. À chaque fois que vous verrez ici, ou fonds de solidarité souligné, en fait, ce sont des liens hypertextes. Le ici, c'est un lien hypertexte. Quand vous aurez le support, vous cliquez sur ici et ça vous amènera automatiquement au texte concerné, que ce soit des modèles de courrier, de ce que j'ai pu en dire, etc., ou les arrêtés. Donc, c'est pour ça que partout dans le support, vous aurez pas mal de liens hypertextes qui vous permettra de comprendre ensuite ce qui se passe. D'accord? Donc, de ce fait, dans les autres cas, à part si vous êtes dans l'ordonnance du 15 mars qui dit tous les commerces qui devaient être fermés, et exclusivement cela, le reste, c'est le droit du contrat. C'est ni plus ni moins qu'un accord, et je l'ai dit la semaine dernière, un accord entre le bailleur et le locataire. Si le propriétaire ne veut pas faire exonération ou report du loyer, il en a parfaitement le droit. On vous a quand même mis un modèle de demande. Pour que justement vous puissiez leur envoyer un courrier, mais ça restera du négocié. Il ne sera obligatoire que l'arrêté du 15 mars. D'ailleurs, c'est marqué mai, bravo, c'est du 15 mars 2020, d'accord? Le support, on le trouvera, je pense, ce soir ou demain matin, je pense ce soir, sur le site du Défi Conseil. D'accord? Pas avant. Le site déficonseil, déficonseil.com, la page coronavirus. Pour l'électricité, le gaz et l'eau, attention, ça ne concerne que les grands distributeurs. C'est-à-dire qu'il
Il y a des petits distributeurs locaux, comme éventuellement le Canal de Provence ou des petites choses comme ça. Sur ça, attention, ils n'ont pas le report automatique. Pour reporter le loyer, apparemment, il faut prouver qu'on ne peut pas payer. Non. Non, non. L'arrêté, vous êtes dans l'arrêté, vous avez le report et vous pouvez forcer, entre guillemets, la main au propriétaire bailleur. Sachant que beaucoup de fédérations, type Avenue 83, etc., ils ont donné l'autorisation puisque c'est des gros bailleurs. Sinon, il n'y a pas besoin de prouver que vous êtes en difficulté de payer. Parce que moi, je suis propriétaire. Vous me dites que vous ne pouvez pas payer. Quelque part, moi, propriétaire, je m'en moque, ce n'est pas mon problème. Par contre, vous me dites, c'est un cas de force majeure par l'arrêté, je suis un peu bloqué par les cas de force majeure. Mais attention au bout quand même. Ou si vous me dites, je ne peux pas exploiter, etc., je trouve plein d'arguments juridiques, vous pouvez plus ou moins forcer la main. Mais le fait que vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas une cause. Parce que la plupart des sociétés qui sont en redressement judiciaire, ils n'ont pas l'argent. Il n'empêche que la première chose qu'il fait le juge au moment du redressement judiciaire, c'est de faire payer le loyer, hein, ce qui est un peu normal quand même. Hein. Donc, il peut rééchelonner les non-paiements. Et attention, il y a des baux, le non-paiement du loyer égale déchéance du bail. Donc, avant de ne pas payer votre loyer, faites extrêmement attention si vous n'êtes pas dans l'arrêté du mars 2020. Soyez prudent sur les loyers. J'ai trop vu de trucs que tout le monde se croit permis. On se croit tout permis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le report est également possible avec une attestation à remplir les conditions relatives au loyer ci-contre. D'accord ? Là, c'est grosso merdo le fonds de solidarité, les conditions du fonds de solidarité, puisque si vous n'êtes pas dans les conditions du fonds de solidarité à un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions au lieu de 1 million, vous n'aurez pas le droit à ces reports de loyer aussi. Hein, c'est marqué dans l'arrêté. Le report aura lieu sur les factures après l'état d'urgence et au moins pendant 6 mois. Et au moins sur 6 mois, pardon. C'est-à-dire que vous pouvez refuser de payer EDF, vous pouvez refuser de payer l'eau, ça, c'est déjà accordé, et ça sera, pendant 6 mois maximum, rééchelonné sur 6 mois. D'accord ? Je suis dans l'arrêté. Non, vous n'êtes pas dans l'arrêté. Verena, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas dans l'arrêté. L'arrêté ne concerne pas les artisans. Il concerne les commerçants. Quand je suis coiffeur, je ne suis pas commerçant, je suis artisan. Ne confondez pas. Donc, moi, j'ai vu aussi, pareil, il y en a plein qui se sont dit, moi, je suis podologue, je suis kiné, je suis arrêté. Non, 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 non. C'est une recommandation de leurs ordres, mais en aucun cas, c'est le droit. Et je l'avais dit la semaine dernière. Un ordre n'est pas le droit. Et ils commencent d'ailleurs à fliquer là-dessus et à taper là-dessus. On a un confrère qui a eu un refus de prise en charge du chômage partiel pour une kiné, parce que maintenant, il faut appuyer le dossier. Tout simplement, mais non, vous n'êtes pas dans la fermeture. Donc là, il vaut peut-être mieux mettre réduction que de mettre suspension. Attention, je ne suis pas artisan commerçant. Techniquement, vous vendez quoi? Vous êtes dans le cadre de l'artisanat, vous vendez certains produits, mais vous êtes artisan. Donc attention. Et même quand vous êtes commerçant, tous les commerçants n'étaient pas dans le cadre de l'arrêté du 15 mars. Par exemple, je suis mécanicien, je suis carrossier, je suis désolé, vous n'êtes pas dans l'arrêté du 15 mars. Vous êtes censé travailler. Vous avez dans l'arrêté du 15 mars la liste de ceux qui doivent arrêter impérativement, et vous en avez un qui est le M qui concerne les commerçants. Et au sein de ce M, l'annexe, vous avez tout un tas de métiers qui sont exonérés, qui peuvent ouvrir quand même. Et ben, c'est le cas notamment de la réparation mécanique. C'est même le cas de la communication, type les magasins de télé. On ne pouvait pas fermer comme on voulait. Le vendeur à domicile, c'est un autre problème. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Bon, on m'a pas dit s'en moquer pour le loyer, il l'exige. Et oui, techniquement, oui. C'est ce que je vous disais. Si vous n'êtes pas dans l'arrêté du 15 mars, vous êtes coincé. Et il aura son bon droit. Et même si vous êtes dans l'arrêté, il faudra lire votre bail. Hein. Le M, on peut, mais on n'a pas l'obligation. Oui et non, parce que ça veut dire aussi que dans le M, comme ils vous disent que vous pouvez être ouvert, il va falloir ensuite étayer pourquoi vous n'êtes pas ouvert. Ce n'est pas une obligation formelle, mais attention, je pense qu'ils vont se servir de ça pour refuser le dossier. Donc faites un petit peu attention quand même. Si vous êtes dans le M et que vous n'avez pas ouvert, je pense qu'il va falloir étayer un peu plus que simplement l'arrêter. Pour la région notamment, vous allez voir. Oui, comment on fait si on n'a pas de pièces et on n'a pas de voiture?
Bonne question. C'est là où vous rentrerez dans la réduction et non pas dans la suspension. Suspension, c'est arrêt total. Vous rentrez dans la réduction parce que je ne peux pas travailler de manière normale, donc je réduis mes heures. Ce n'est pas pareil que la suspension qui est l'arrêt d'activité, la cessation totale d'activité. On va voir tout à l'heure. D'accord? Pour un photographe, pareil. Le photographe, il peut travailler à l'extérieur et il peut travailler dans sa boutique. La boutique n'était pas obligatoirement fermée. Je vous donne un exemple du photographe qui est assez intéressant, même pour la coiffure d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous empêchait de prendre un client un par un, respecter les distances comme un boulanger, pour lui vendre ses appareils photo, ses développements de photos, etc. Qu'est-ce qui vous empêche quand vous faites une photo de vous tenir à distance et de pas obligé d'être prêt, est-ce que ça sache? Ça, ce n'est pas une obligation. Si je suis salon de coiffure, je peux très bien recevoir un client à la fois. Le client, il vient, il enlève du siège, je désinfecte et je fais venir le client suivant. C'est de la réduction. Ce n'est pas de la suspension. Donc, ils vont être très vicieux là-dessus. Les cabinets dentaires sont obligés de fermer par l'ordre. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est l'ordre, ce n'est pas la loi, un ordre. La différence, par contre, c'est que vous avez un super argument, vous, les cabinets dentaires, c'est que quand vous soignez, comme vous avez vos roulettes et autres dans la bouche, vous faites une diffusion complète, éventuellement du virus que je peux avoir, et ça, on ne peut pas le désinfecter à l'instant T. Donc, on se retrouve dans une position, c'est toute la pièce qu'il faut désinfecter. C'est pour ça qu'à la limite, le chirurgien dentiste, il aura un peu plus d'arguments quand même que le photographe ou que le coiffeur. Donc, méfiez-vous quand même. Même si vous touchez les gens, mais vous auriez pu avoir des gangsters. Donc, ce qu'il faudra prétexter, j'ai pas eu de gangsters. Il va falloir donner des arguments. Je ne dis pas que vous avez eu tort de fermer ou de faire la réduction. Je dis qu'il faudra donner des arguments. Attention. Ils disent qu'on peut, mais pas qu'on doit. Oui, mais on peut. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir? C'est ce que je vous dis. Comment vous allez le dire? Comment vous allez faire pour pouvoir? Et pour les centres équestres, on en est quoi? Le centre équestre, c'est une activité agricole, il y a des particularités là-dessus. J'avoue honnêtement, comme je n'ai pas de centre équestre dans ma clientèle, je n'ai pas été chercher les particularités de ce qui concerne ça. Je suis désolé. Mais je pense que l'expert comptable qui vous gère devrait arriver à le suivre. Le reste serait quand même vrai, mais pour ça, je ne sais pas. Pour les particuliers, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf nécessité. Le photographe ou le coiffeur n'est pas une nécessité. Comment ils travaillent alors? C'est vrai, ça sera des arguments aussi, mais ça ne suffira pas, vous verrez. Je pense qu'ils vont en tenir compte dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas la loi. Ils vont être obligés de déroger. Ils l'ont fait tellement de manière non réfléchie qu'ils vont devoir revenir en arrière. Par contre, oui, c'est vrai, l'esthéticienne qui touche profondément les gens, etc., et qui a besoin du sens du toucher, ça va être un petit peu délicat pour travailler. Vous ne pouvez pas travailler avec un gant. Donc là, ça va être possible. Vous voyez, on peut y aller à outrance, tout ça. Ce n'est pas le but de cette réunion parce que là, au cas par cas, tout le monde va pouvoir le dire comment on fait. 1 mètre de leur client quand ils coupent les cheveux. Oui, mais vous pouvez porter un masque. Le coiffeur n'est pas à 1 mètre, mais il peut porter un masque. Donc s'il dit, j'ai pas trouvé de masque, là, donc je ne peux pas travailler. Mais là, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que je n'ai pas de quoi respecter les mesures barrières. Donc, du coup, attention. C'est ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que vous ne pourrez pas fermer. Je dis que l'argument, tout simplement, j'ai fermé parce que c'est l'arrêté, ça ne marche pas. Il faudrait justifier pourquoi. Oui, les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux pour des futilités. C'est ce qui est complètement paradoxal. Parce que si vous allez sur le ministère du Travail, il dit qu'il faut que tout le monde travaille, sauf les cas particuliers. Par contre, on n'a pas le droit de sortir de chez soi. Donc, si c'est pour des futilités. Mais je vous dis, c'est des amateurs. Ils ont vraiment traité ça comme des amateurs. Je suis assez d'accord. Moi, ce qui aurait été préférable, vu ce qui s'est passé, c'est que tout métier qui ait des contacts humains, l'artisanat, etc., ils devaient tout simplement les fermer. Et c'est ce qui se passe dans la réalité, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas de masque, j'ai rien. C'est ce qui se passe dans la réalité. Il ne faut pas confondre entre leur volonté de la loi et ce qui se passe dans la réalité. Regardez, ils me font marrer. Ils me disent comme ça, on va verser des primes, etc. J'en parlerai peut-être 2 minutes ou j'en parlerai demain. Mais parce que ça y est, comme 2-3 trucs qui sortent, mais c'est pareil, c'est pas la réalité. Un centre spa obligé de fermer, oui, un centre spa, comment vous voulez faire? Il faut tout désinfecter à chaque fois, etc. Mais c'est pas rentable. Mais après, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de maintien. C'est des contre-arguments de la loi. Ce que j'étais en train de vous expliquer, la loi ne concernait qu'une certaine catégorie. Ensuite, vous aurez des arguments pour vous défendre sur ces catégories-là en disant pourquoi vous avez fermé. Mais étayez de votre dossier. Ne vous contentez pas de dire moi j'ai fermé parce que je ne pouvais pas travailler. Non. Étayez votre dossier. J'ai pas trouvé de masque, j'ai pas trouvé de support, les clients ne venaient pas, j'ai essayé de venir mais on m'a refusé. Donc il y a un mail de refus pour venir travailler chez eux, par exemple pour le bâtiment. Il y a les clients tout simplement barré les carnets de rendez-vous, ils n'ont pas voulu venir. Étayez au maximum. D'accord? On arrête là-dessus, autrement, on va passer la soirée sur ce côté-là. OK?
Les kinés, bien sûr. Mais bien sûr. Toutes les activités sont complètement impactées par le manque du matériel qu'on a. Et je vous ai dit hier sur Luxfer ou avant-hier, c'est une honte, mais ça a été très mal géré. De toute façon, ils ne sont pas bons. Ils sont pas bons, hein, qu'est-ce que je vous dis. Donc, OK, le loyer, c'est juste un arrêté qui détermine vraiment le loyer, comment je dois ou non, est-ce que je peux le suspendre ou pas. Après, c'est du bon vouloir du propriétaire si je ne suis pas clairement dans l'arrêté du 15 mars. Si je ne suis pas clairement dedans, je ne peux pas. D'accord? Le gaz, électricité, c'est à peu près le même principe. Ensuite, les assurances. Nous avons eu un assureur qui est venu nous expliquer un petit peu l'autre jour en disant qu'il y aurait des reports d'échéance. Donc, la FFA, la Fédération des assurances, il y a 99% des assurances qui sont adhérents à cette fédération. La fédération a dit tout simplement que ça serait juste un report des cotisations, d'accord? Et que ce report des cotisations, qui sera interrompu un laps de temps, le temps du confinement, vous aurez le droit de les reporter sans pénalité, sans clause d'exclusion du contrat. D'accord? Si jamais c'était le cas, il y aurait le médiateur des assurances qui y interviendrait. D'accord? Par contre, à moins que les montants ne soient conséquents, nous ne préconisons pas cette solution, car nonobstant qu'il ne s'agit que d'un report, donc il faudra quand même le payer, cela peut aboutir à une cause de non-indemnisation, même s'ils ont dit non, mais excusez notre prudence avec cette profession. Hein, je suis très prudent avec cette profession. OK? Donc, les assurances, vous pouvez le reporter. Donc, on a report des charges, ça c'est fait. Éventuellement, le report du loyer, report d'électricité. Si on remplit les conditions, si on ne remplit pas les conditions, on peut demander auprès de son propriétaire s'il veut le faire. Par contre, je peux très bien ne pas avoir de report de loyer et quand même avoir le report de l'EDF. Donc, ça, c'est quand même éventuellement possible si je suis dans les conditions. Donc, ça fait quand même pas mal de reports déjà. D'accord? Oui, je suis d'accord, Lydie, tout ça. Mais on essaye d'avancer, s'il vous plaît. Donc, les assurances, on ne pourra pas forcément. Les autres contrats, j'ai voulu dire dans les autres contrats, on se positionne du côté du preneur, c'est-à-dire du client. Moi, je suis client sur un contrat de quelqu'un. On se positionne pas du côté fournisseur parce qu'il y aurait d'autres arguments côté fournisseur. Si je suis le côté du client, il y a deux cas de possibilité. Il y a deux cas possibles, pardon. Il y a la prestation est en cours ou possible, et la prestation ne peut avoir lieu. Juridiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. C'est inscrit au Code civil à l'article 1219. D'accord? Et je rappellerai quand même que beaucoup de lois commerciales s'appliquent sur le Code civil. À ce titre, vous êtes 100% en tort si les prestations ont lieu, si elles ont lieu ou elles seront possibles, et les conditions contractuelles s'appliqueront, à savoir les diverses pénalités, pouvant aller jusqu'à la déchéance du terme ou le droit de retrait. Exemple, le leasing de matériel. Vous avez du matériel de copieur, des ordinateurs, etc. Un abonnement téléphonique ou Internet, une prestation comptable, etc. Je n'ai pas mis ma prestation parce que c'était comme ça. C'est parce que c'est celle qui me venait en tête d'une prestation qui s'étale sur l'année. Ces genres de prestations-là, si elles sont en cours ou si elles sont possibles, vous n'avez pas le droit à l'exception d'inexécution. C'est comme ça, c'est la loi. Par contre, si la prestation ne peut pas avoir lieu, elle ne peut pas avoir lieu, c'est clair, elle ne peut pas avoir lieu. L'article 1219 donc dit il faut un motif suffisamment grave. Bon, là, avec le Covid, on en a quand même un, je pense. Mais tous les contrats peuvent préciser peut-être des clauses en disant que l'article 1219, il est dérogé. Le principe est plutôt sur le fait que la prestation est régulière et que si elle est décalée, elle ne trouve plus raison d'être ou pénalise sa fonction source. Donc, le principe, c'est que si jamais la prestation elle n'a pas lieu à ce moment-là, pourquoi je la paierai? Je donne un exemple d'une entreprise de nettoyage. Il faut nettoyer là, maintenant. Ce que j'ai nettoyé cette semaine, même si je n'occupe pas trop les locaux, mais que j'en occupe quand même un petit peu, la semaine prochaine, il faudra quand même refaire le ménage, parce que les poussières, etc. Mais pendant une semaine, je n'ai pas eu cette prestation-là. Comment je défends le fait que je vais payer cette prestation? Donc attention, je vous dis, c'est le droit du contrat. Donc il faut regarder les contrats quand même. Mais c'est l'article 1219. Un service d'entretien devant avoir lieu en temps et en heure. Par exemple, vous avez votre chaudière qui doit être réparée au mois de mars, qui a un entretien de chaudière qui vient au mois de mars, qui était un prévu contractuel. Le mec, il ne vient pas, il dit je reviendrai au mois de mai. Mais attendez, moi, au mois de mars, j'ai besoin de ma chaudière. Au mois de mai, je n'ai pas besoin de ma chaudière. Donc attention, là, c'est pareil, c'est une inexécution du contrat. Éventuellement, ça peut suspendre. Donc, bien sûr, réfléchissons au montant que ça représente, parce que ça va être ensuite des bagarres commerciales. Et je rappellerai quand même
que Alain Barthes, quand il est venu, il a dit « Attention, les contentieux juridiques qu'il va y avoir, ils vont être nombreux. » Et je pense qu'il a raison. Donc, il faut vraiment, pour les autres contrats, que les montants soient significatifs pour couper ou suspendre des prélèvements. Certaines banques, pour le matériel leasing, vont les suspendre. Ils vont accorder, parce que c'est du financier, ils vont accorder un décalage et un report des échéances. Et c'est pareil, il faut demander au banquier, ce n'est pas forcément contractuel. Donc, attention, les contrats, on ne peut pas faire ce qu'on veut. J'en ai plein qui m'ont dit, mais j'ai suspendu ci, j'ai suspendu ça. Mais on se calme, ce n'est pas le droit. Hein. Donc là, c'est le juge arbitre. Hein. Attention. Les autres contrats, on ne fait pas ce qu'on veut. L'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, si vous payez votre impôt sur le revenu, comme tout le monde, vous avez deux cas possibles. Vous avez soit de gérer les acomptes, soit de modifier les revenus. Dans le cas de gérer les acomptes, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois, d'accord, si vous êtes dans des acomptes mensuels, ou une fois si vous êtes dans le trimestriel, et vous devez le faire avant le 22. Donc, je suis désolé, je n'ai pas prévenu suffisamment tôt, peut-être là-dessus pour le mois de mars, mais pour le mois d'avril, vous devez prévenir pour qu'on puisse supprimer l'acompte-là qui sera ensuite reporté, d'accord? Donc, pour avril et mai, c'est encore 2 pistes jouables qui seront intéressantes, d'autant plus qu'il y a des chances qu'il n'y ait pas de régularisation, puisque de toute façon, vous aurez peut-être gagné moins en 2020. Donc, toujours pareil, se faire de la trésorerie, faites-vous-le sur l'impôt sur le revenu. Si vous voulez modifier par contre les revenus, en partant du principe, parce que je rappellerai que du fait du prélèvement à la source, on paye en 2020 pour 2020. Et vous dites, mais mes revenus vont baisser, je vais les modifier. Vous pouvez le faire sur le site impôt.gouv. Attention par contre, il ne faut pas dire que votre revenu va vraiment baisser s'il ne baisse pas. Parce que si la modification, elle doit faire au moins 200 € et 10%. Si à ce moment-là, ce n'est pas le cas, vous risquez des pénalités. Donc, attention à votre estimation de revenus. D'accord? On ne connaît pas exactement toutes les sanctions. Si jamais vous vous trompez de 10%, ils nous disent que ça sera à 10%. Mais si jamais vous vous trompez de 30%, et éventuellement, on vous mettra peut-être 30%. C'est encore un peu flou. Et je vous ai mis le BOFIP qui montre que c'est en cours de rédaction. Le BOFIP, vous voyez, souligné, c'est un lien hypertexte. C'est la Bible fiscale que tout le monde doit utiliser. Donc, même eux, ils ont écrit, c'est en cours de rédaction. D'accord? C'est marqué sur le BOFIP aujourd'hui. Donc, soyez extrêmement prudents sur le fait que si jamais vous voulez modifier vos revenus de 2020, gaffe quand même. D'accord? Par contre, gérer les acomptes, oui, vous pouvez reporter les acomptes et l'administration fiscale ne vous mettra pas de majoration. Bon, ils sont capables de vous en mettre quand même, mais je pense qu'il faudra leur dire derrière, oh, faut pas déconner, c'était avril et mai. Je pense qu'ils ne joueront pas à ça quand même, faut pas déconner. Donc, autre source de revenus, enfin de suppression de flux, c'est éventuellement de jouer sur l'impôt sur le revenu. Donc, ça commence à faire quelques flux quand même. On a aussi la taxe d'habitation, parce que celle-ci, on n'y a pas pensé, mais la taxe d'habitation, je vous ai mis un exemple que j'avais retrouvé rapidement, qu'il faudrait actualiser avec les chiffres de 2019, c'était sur la base des revenus 2018. Un couple qui a un revenu fiscal de référence et qui a 2 parts, donc monsieur et madame, et qui gagne que 43 000 € de résultat fiscal de référence, pour 2020, c'est 0. Il n'y a pas de taxe d'habitation. D'accord? Et là, il y a tout un barème qui joue. Et sur la droite, vous avez un petit calcul pour les nombres de parts que je vous ai mis. Et là, vous remarquerez que pour 2 parts et autres, c'est bon, c'est lié. Mais c'est les calculs 2018. Donc, c'est légèrement plus maintenant les seuils. Donc, il y a peut-être quelque chose pour ceux qui payent la taxe d'habitation de manière mensuelle. Il y en a quelques-uns. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut toujours faire 150 € sur lequel vous allez économiser. D'accord? Gérer les acomptes sur IR, vous ne dites que pour les professionnels. Je parle de l'IR des professionnels. Je ne comprends pas. Oui, c'est l'impôt sur le revenu du professionnel. Les acomptes, de toute façon, va concerner le couple. Hein. Et je vous ai mis un simulateur. Quand vous avez le simulateur, cliquez ici. C'est-à-dire que vous pourrez cliquer, vous avez un petit outil de l'administration fiscale, et vous faites vos petits calculs, vous le mettez dessus par rapport à vos références, pour savoir si vous êtes prêt, pas prêt, etc. Et pareil, vous pouvez suspendre vos prélèvements de taxes d'habitation, parce que même complètement les annuler, parce que vous n'avez rien à verser. D'accord? Donc, c'est quand même un petit plus aussi. Donc, on vient de faire un tour de toutes les aides qui sont possibles. Je reviens volontairement en arrière pour vous montrer tout ce qui était possible ou pas possible de faire. Donc, dans les charges, ça commence à faire pas mal de petites choses. Donc, vous avez le plan, vous avez le fonctionnement des charges sociales, le report des charges sociales de mars et avril,
les loyers, les assurances, les autres contrats, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. Tout ça cumulé, ça fait quand même des charges qui vont baisser de manière relativement sensible. Utilisez toutes ces techniques-là. Bien sûr, ce n'est pas ce qui va vous faire vivre de manière correcte, mais c'est toujours ça de prix en termes d'allègement financier. Pour certains, c'est dramatique. Hein, donc, j'en suis bien conscient. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce tour-là. Une fois qu'on a allégé sur toutes les aides, sur tous les contrats, sur tout ce qui se passe, reste l'étape suivante, les aides. Alors là, les aides, excusez-moi, je vais faire une rétrospective. Je vais vous demander d'attendre un petit peu avant de revenir sur les remarques des aides. Parce que tout le monde a tout mélangé. Je n'ai pas arrêté d'avoir des clients qui m'ont dit, voilà, le fascicule des aides, on va le remplir, etc. Je disais à tout le monde, il est urgent d'attendre. Heureusement, aujourd'hui, d'ailleurs, ça tournait sur les forums déjà, on a enfin comment obtenir l'aide du Fonds de solidarité. Mais pour beaucoup, vous avez confondu le Fonds de solidarité et je ne me rappelle plus, enfin l'URSSAF, l'aide de l'URSSAF, parce que c'est un nom des sigles qu'on n'était pas habitué à lire. Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que les aides, elles sont automatiquement accordées pour les entreprises fermées par l'ordonnance du 15 mars et pas l'annexe, que ceux qui sont réellement fermés par l'ordonnance du 15 mars, c'est automatique. D'accord? Par contre, pour les autres, il faut avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on entend par 70% de son chiffre d'affaires? On entend, si on est en comptabilité d'engagement, BIC, IS, et dans certains cas, ceux qui ayant fait l'option, c'est l'exploitation, la facturation, on va dire. Par contre, ceux qui sont BNC classiques, c'est les encaissements. Ça, c'est les principes comptables de base. D'accord? Et pour les entreprises qui ont été créées après le 1er mars 2019, puisque vous voyez dans le graphique, il faut faire une comparaison entre le chiffre de mars 2019 et le chiffre de mars 2020, et uniquement ces deux chiffres-là. Si jamais vous avez été créé après le 1er mars 2019, il faudra faire une moyenne des chiffres d'affaires jusqu'au mois de mars 2020. Ce n'est pas passé à 50% cette nuit. Ce n'est pas vrai. Vous voyez les informations? Si vous voyez. Non. Pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est que ça passera à 50% en avril. En avril. Pas en mars. Attention, je vous dis franchement, tout ce qui touche l'économie, j'ai presque envie de vous dire, n'écoutez pas trop. Non, il aime en mars, non. J'ai encore lu ce qu'a dit le maire dans la journée. Non, pour mars, alors, peut-être qu'il reviendra, attention, je ne peux pas être formel en disant qu'il ne reviendra pas. Mais pour l'instant, pour mars, ça n'a pas été prévu comme ça et je ne pense pas qu'il revienne sur mars. Je serais étonné parce que de façon tout a été fait, tout sera envoyé dès aujourd'hui, voire de demain. Il faudra refaire une ordonnance, refaire un décret. Je serais très surpris. L'UPSME, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais aussi que les organismes comme notamment vous avez la Chambre des métiers qui a envoyé les trucs pour vous aider dans les aides, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont cru que c'était l'aide du Fonds de solidarité, mais ça n'a rien à voir avec le Fonds de solidarité. J'ai presque envie de dire à la Chambre des métiers, putain, vous n'avez pas été assez prudent dans la façon de présenter quand même. Donc attention à vos sources, attention. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je dis qu'à aujourd'hui, j'ai encore rien lu qui dit que c'est 50% pour le mois de mars. Pour moi, pour mars, c'est du 26 février au 31 mars, pas faux. Sur déclaration de TVA, on y vient après pour la TVA. Donc ici, ça c'est les principes qu'il faut connaître, c'est 70% pour le mois de mars, d'accord? Et ensuite, pour ceux qui sont étalés. Les autres conditions, parce que ce n'est pas la seule condition d'avoir 70% du chiffre d'affaires. Il faut aussi, et là vous avez le décret, hein, au-dessus du sigle de la DGFP, je vous ai mis un ici, sur lequel vous pourrez aller voir le décret. Si entreprise fermée ou faire la demande. Mon entreprise était fermée pour travaux en mars 2019, 15 jours. Et bien, si vous étiez en activité et que vous pouvez justifier qu'en mars, vous n'avez pas pu travailler, alors attention, normalement, le décret précise bien si c'est la maladie ou si c'est je ne sais plus trop quoi, vous pouvez partir sur la moyenne des mois, des 9 derniers mois, des 11 derniers mois. Mais c'est vraiment pour les cas précis. Je ne suis pas sûr que les travaux en soient un. Donc, par contre, si vous avez été créé après, donc là, ça bon. Si par contre en mars, il était fermé pour d'autres raisons que le décret, je pense que ça sera de la négociation et de voir et de leur expliquer avec eux. C'est l'union des micro-entreprises.
Oui, bah alors justement, alors je préfère à mon son de cloche pour l'instant que l'Union des micro-entreprises, excusez-moi. L'Union des micro-entreprises, j'ai déjà lu des trucs chez eux, notamment les franchises en base de TVA. Je me méfie. Alors, dans les autres conditions, il y a être en dessous de 10 personnes. Ce qu'on ne sait pas, c'est avec ou sans dirigeant. Mais c'est en dessous de 10 personnes. Deuxième condition, c'est 60 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire que même si j'ai baissé de 70% mon chiffre d'affaires, mais que j'ai fait plus de 60 000 euros de bénéfices l'année N-1, bah, techniquement, je n'ai pas le droit. D'accord? Et on parle bien ici du bénéfice imposable, augmenter le cas échéance des sommes versées aux dirigeants. Donc, c'est le bénéfice de la boîte plus la rémunération du dirigeant. Ça, par contre, on s'y attendait moins. Bingo! On se tape le fait qu'il y a une notion de bénéfice des exercices antérieurs. Je rappellerai que Hollande avait dit qu'à 4 000 euros, on était riche. Donc, il faut aussi que ça soit une activité exclusive. Bon, ça, c'est un peu normal. Imaginez que vous avez une entreprise et qu'à côté de ça, vous êtes salarié dans une boîte, vous ne pouvez pas avoir les deux sons de cloche. Donc ça ne me semble pas complètement illogique. Et c'est non cumulable si le même mois de mars 2020, vous avez eu un arrêt maladie ou une garde d'enfant qui vous a rapporté plus de 800 euros, ça ne se cumule pas. On a eu un cas aujourd'hui, j'espère qu'il nous écoute là, qui est une kiné, et qui a eu un arrêt maladie parce qu'elle a été obligée d'être confinée. C'est une obligation médicale, hein, carrément, donc elle se fait payer par la sécurité sociale un certain montant. Mais si elle a touché plus de 800 euros, ben vous êtes dans un cas où normalement, je dis bien normalement, vous êtes exclu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même essayer de le faire, mais normalement, vous êtes exclu. Je suis dans l'arrêté magasin fermé. Si vous êtes vraiment dans les magasins obligatoirement fermés, mais que vous avez fait plus de 70%, ouais, ben normalement, si vous lisez le texte, hein, oui. Parce que c'est pas la condition, c'est pas et, la condition, c'est où. Donc, pour moi, seule condition qui va revenir derrière, est-ce que vous avez fait plus de 60 000 euros de bénéfices ou pas l'année qui précède? Donc, sinon, oui, vous pourrez très bien avoir une entreprise qui a fait 100% de son chiffre d'affaires, mais si elle est dans les clauses des entreprises fermées, à mon sens, pour moi, ça marche. Ça fait partie des multiples bugs qu'on a un peu partout. Personne n'y a droit au mois de mars. Ah bah j'avoue qu'au mois de mars, il ne va pas y avoir grand monde de concernés. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent revenir à 50%. Parce qu'une fois que je vous ai dit ça, que les conditions, c'est la baisse du chiffre d'affaires, si vous êtes dans les magasins obligatoirement fermés, que vous avez ces conditions-là, notamment les bénéfices, ça va commencer à toucher beaucoup moins de personnes. Verena, pour moi, vous n'êtes pas dans l'arrêté. Allez, ensuite, rappelez-vous que les questions plus personnelles, contact@deficonseil.com. Contact@deficonseil.com et les questions plus personnelles, je les poserai. Donc, l'aide du fonds de solidarité, 1 500 euros maximum. Parce que si vous ne les gagnez pas, ils ne vous donneront pas 1 500. D'accord? Maximum. Elle est automatique, si vous remplissez les conditions. Le contrôle n'aura lieu que plus tard. Donc, vous envoyez, vous touchez l'argent, ils viendront contrôler après. Ne pensez pas qu'ils ne viendront pas contrôler. Ça se passe sur le site impôt.gouv dans la rubrique des particuliers. Je vais vous montrer après comment c'est. Et normalement, c'est non fiscalisable. Ça, je mets un petit bémol. S'ils ne vont pas nous fourguer une condition, c'est non fiscalisable à la condition qu'à la fin de l'année 2020, vous n'ayez pas fait tant de bénéfices. Je serai prudent sur le non fiscalisable. D'accord? Ben, comment ça marche? Voilà, comment faire la demande? Vous allez sur le site impôt.gouv et vous allez sur vos espaces particuliers. C'est génial. Ça veut dire que comme c'est dans l'espace particulier, ça veut dire que c'est à vous de le faire, parce que je n'ai pas les codes d'impôt.gouv de tous mes clients. Certains m'ont leur donné, mais pas tous. Donc, du coup, en plus, vous allez voir les questions, vous pouvez tous le faire vous-même, hein, mais s'il y a qui n'ont pas les codes, eh ben, on vous redonnera les codes. Si j'ai ouvert mon entreprise en janvier 2020, ai-je le droit aux 1 500 euros? Normalement, c'est les entreprises ouvertes avant le 1er janvier ou le 1er février 2020. C'est une bonne question, celle-ci. Je ne sais plus si c'est janvier ou février. Mais il y a une condition de création en 2020. Reposez-moi la question sur contact@deficonseil.com et je vous y répondrai dès demain. D'accord? Si des fois vous êtes plus sombre, il faut redémarrer chez vous. Si pour la BNC, c'est l'encaissement qui compte, ça veut dire qu'en facturant en fin de mois pour mars, je serai payé en avril, je ne vais donc pas avoir donc rien à voir en mars ou avril. C'est vrai qu'il va falloir faire attention à la gestion de vos encaissements pour les BNC. Oui, oui. Donc, c'est une piste et c'est peut-être pour certains des effets d'aubaine. Est-ce que vous voulez faire des effets d'aubaine? Ça, c'est le libre arbitre de chacun, mais c'est vrai que ça peut avoir un souci. D'accord? Ensuite, comment faire l'aide? Donc, vous allez sur le site, hein, je vais vous présenter, et ensuite, derrière, vous avez
écrire, hein, je l'ai peut-être mal présenté là. Vous allez donc dans les sites impôts.gouv, messagerie sécurisée, dans les onglets, là vous avez la loupe, messagerie sécurisée, mon profil des connexions, messagerie sécurisée, vous ouvrez la messagerie, et là, dans écrire, vous avez en bas un nouveau code qui s'est mis. Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Donc, vous allez remplir ce formulaire-là et nous y sommes là-dessus. Nous sommes mandataires sociaux dans le même foyer. Donc, le PDG-DG n'y a pas droit, sauf le gérant. Seul le gérant TNS y a droit. Pas le PDG-DG. Donc, ce n'est pas la même chose. L'un des deux y aura droit. Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie. Ensuite, vous tombez sur notre page. Là, il vous explique un petit peu le mode de fonctionnement. Et là, il y a déjà une première certification. Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise remplit les conditions suivantes. Vous remplissez, vous marquez le nombre de salariés. Le nombre de salariés est utile pour l'aide notamment de la région. D'accord? Donc, si vous avez un salarié, ils ne nous ont pas clairement défini la notion de salarié. Si vous avez un salarié, mettez 1. Comme ça, le problème sera réglé. Quand vous avez plus de son, alors je vais vous marquer un petit message, parce que ça arrive à plusieurs. Voilà, c'est bon, ça a été répondu par Tatiana, merci. Donc, vous avez le formulaire qui est présent ici, et ensuite, vous avez une autre page avec la région qui apparaît. Bon, ça, c'est simple. Et sélectionner la période, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une, c'est celle du mois de mars, donc on ne peut pas faire. Ensuite, il y a mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public durant la période où mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires. Donc là, toujours pareil, on renvoie à ce fameux RAT. Vous remplissez, vous donnez votre RIB, le RIB perso, pas le RIB de l'entreprise. Hein. Le RIB perso, d'accord? Non, l'aide du Fonds de solidarité et la région, ce n'est pas la même chose. Laissez défiler, vous allez comprendre. Et je certifie sur l'honneur que mon entreprise. Ça fait 2 fois que vous certifiez. Pourquoi ils vous font certifier 2 fois? C'est tout simplement que si j'émets un contrôle a posteriori, il s'avère que vous n'étiez pas dans les clous, vous aurez, à mon sens, ça c'est moi qui parle, 80% de pénalité pour mauvaise foi. Donc là, faites extrêmement attention quand même de ne pas faire des effets d'aubaine si vous n'y avez pas le droit. D'accord? Un salarié par TZ doit être déclaré. Oui, c'est un salarié quand même, c'est un mode de rémunération et de fiche de paye, si vous voulez dire, le TZ, mais c'est un salarié, tout à fait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait là, c'est l'aide du Fonds de solidarité. D'accord? Ça, c'est le fonds, que le Fonds de solidarité. Et là, beaucoup d'entre vous, vous avez confondu avec l'aide sociale du SSI, donc la sécurité sociale, l'URSSAF, le CP-STI. Beaucoup d'entre vous ont confondu les deux. Et j'avoue que vu comme ça a été communiqué, je ne suis vraiment pas surpris que vous ayez confondu les deux. Parce que même moi, pendant un moment, j'ai confondu les deux. Micro BNC, si vous avez début mars sur la facturation de février, concernant Sébastien, déjà, si vous êtes en micro BNC, pour moi, et que vous n'avez pas le chiffre d'affaires, non, ça sera la notion du chiffre d'affaires encaissé pour moi. Attention, enfin, je ne connais pas votre activité. Pareil, posez-moi la question sur contact@deficonseil.com. Mais selon l'activité, je pense que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que dit mon confrère. Mais il faudrait connaître un peu plus le dossier. Hein. Attention, des fois, vous me posez des questions, mais c'est quand même du cas par cas, hein, dans beaucoup de cas. Donc, j'avance. Si on est 2 gérants, lequel doit le faire? Chacun. C'est le métier de chacun. Là, c'est un tennis de chacun. Vous serez 2 à le faire. Parce qu'au début de la rubrique, là, vous avez le nom et le prénom. Hein. Donc, si vous êtes 2 gérants dans 2 boîtes complètement séparées, ou même dans la même boîte, vous pouvez le demander. C'est attitré non pas à la société. Il y a beaucoup qui ont cru que c'était parce que j'ai 3 sociétés, j'aurai 3 fois. Non. C'est attitré à la personne physique. C'est pour ça que c'est dans l'espace particulier, d'ailleurs, et pas dans un pot.gouv des professionnels. C'est attitré à la personne. Donc, cette fameuse aide sociale du SSI, où je vous ai donné les 3 adresses de mes clients qui me concernent, parce que j'ai de la clientèle dans la région PACA, j'en ai en Auvergne, j'en ai à Paris. Voilà, au-dessus, Action sociale, c'est les 3 adresses qui sont concernées. Éventuellement, il y a la Chambre des métiers qui vous envoie le document, mais en fait, ils vont remonter à l'URSSAF, ils n'auront pas le choix. Donc, tous les travailleurs indépendants, affiliés, quel que soit leur statut, micro, pas micro, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d'une prise en charge partielle ou totale des cotisations. J'ai reçu une autre information, ça sera entre 500 et 2000 euros selon les cas de figure. D'accord? Mais il me dit que la preuve est que l'aide est versée en avril sur le chiffre d'affaires non perçu pour mars. Non, en avril, ça sera les 50%.
pour avril et c'est 70% pour mars. Vous m'enverrez la question, s'il vous plaît. Donc, les critères d'éligibilité. Avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis son installation et avoir été affilié avant le 1er janvier 2020. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on m'avait posé la question, ceux qui sont créés après le 1er janvier 2020, il y a cette notion d'être affilié avant le 1er janvier 2020. Donc, je n'ai pas été vérifié pour le fonds de solidarité, mais ça marche pour celui-ci, par exemple. Et être impacté de manière significative par les mesures de réduction. Donc, 70, plus, moins, qu'importe, c'est une commission spéciale qui va décider s'ils le font ou pas. D'accord? Et à notre connaissance, cette aide sera beaucoup moins facile à obtenir que le fonds de solidarité. D'accord? Et cette aide-là, vous allez reconnaître, c'est exactement ce que beaucoup m'ont envoyé, c'est ça. C'est ce fameux formulaire-là que vous avez eu. Ce formulaire-là, c'est l'aide de la SSI, ce n'est pas le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, c'est par impôt.gouv. Rubrique des particuliers. Ça, c'est l'aide de la SSI. Donc, ça ne sera pas tout le monde qui l'aura, ça sera beaucoup plus compliqué. Les chiffres qu'on vous demande ici, c'est en hors taxe, sauf si, bien sûr, vous n'êtes pas assujetti, ça sera TTC. Cerise sur le gâteau, c'est à peu près les mêmes conditions. Donc, les réductions, etc., ils sont partis sur le même principe, ce qui est assez normal. Par contre, ils vous demandent le chiffre d'affaires de 2019 et le revenu professionnel de 2019. Autant dire que si vous n'avez pas le bilan, je ne sais pas comment vous allez le remplir, puisqu'il y aura des contrôles a posteriori. D'accord? Et sur le revenu professionnel 2019, ce n'est pas non plus le bénéfice d'entreprise, parce que ça dépend si vous êtes une société, ce n'est pas forcément le bénéfice. C'est le revenu professionnel, ce que vous, en tant que personne privée, vous en avez retiré. On y vient après, Yann. Donc, du coup, ça, ils vont vous demander les mêmes principes, la perte du chiffre d'affaires, mais là, oui, ils n'ont pas parlé de notion de 70%. C'est là où ils vont peut-être parler de 80%, ils vont retenir un certain pourcentage selon le nombre d'aides qu'ils vont obtenir. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le fonds de solidarité. D'accord? Vous devrez joindre votre RIB et votre dernier avis d'imposition. D'accord? Ce n'est pas si complexe que ça dans un premier temps. Attention, je vous ai mis en bas le nom du conjoint. Votre conjoint participe-t-il à l'activité de l'entreprise? Oui, non. Vous devez inscrire ici s'il participe à l'activité de l'entreprise uniquement s'il est reconnu en tant que tel. C'est-à-dire que s'il est conjoint collaborateur ou s'il est conjoint salarié. S'il vous aide, ce qu'on appelle la femme du boulanger, ne le mettez pas. Ça peut avoir un double effet qui se coule là-dessus. Vous risquez d'avoir un retour de bâton. Perte de chiffre d'affaires, c'est toujours l'encaissement pour les BNC. Oui, parce que la comptabilité d'un BNC, c'est l'encaissement. C'est la comptabilité de trésorerie, je n'ai pas le choix. Donc, si demain, ils viennent chercher mon bilan, compta de trésorerie, c'est ce que j'ai encaissé. Alors que compta classique, compta d'engagement, c'est ce que j'ai facturé. C'est ce que je disais dans le slide un petit peu avant. Il faut remplir le revenu professionnel. Et si oui, à quoi il correspond? Dans le principe d'une micro-entreprise, vous avez des systèmes d'abattement selon ce que vous êtes. Et votre bénéfice, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc là, vous mettrez le pourcentage de votre chiffre d'affaires, de ce que vous avez eu en 2019. Comme ça, en micro-entreprise, vous savez déjà combien vous avez gagné, puisque c'est une notion d'abattement. Donc, il n'y a pas besoin de faire un vrai résultat. Oui, le SSI, c'est anciennement le RSI. Oui, c'est tout à fait ça. Quand ils ont fait la grande réforme, ils ont juste dit qu'ils ont changé de nom et mis un S à la place. Mais pour vous tous, quand je parle de SSI, c'est l'URSSAF. Donc, si vous êtes kiné, infirmier, etc., c'est l'URSSAF. Ce que j'ai expliqué. Quand vous voyez SSI, c'est l'URSSAF. Donc, ça vous concerne aussi quand même. Si vous êtes concerné par ça, vous avez le droit de soutien, vous avez le fonds de solidarité si vous remplissez les conditions, je le rappelle. D'accord? Donc, une fois que vous avez vu l'aide de la solidarité, le fonds de solidarité, vous avez le CPSTI et ensuite, vous avez l'aide de la région. Donc, l'aide de la région, ça peut être jusqu'à 2 000 €. Le portail ne sera ouvert qu'à partir du 15 avril, normalement. Donc, on ne peut pas solliciter, d'après le décret, avant le 15 avril. Mais là, il faudra justifier que vous êtes incapable de payer vos échéances dans les 30 prochains jours et vous devez justifier que vous avez un refus de trésorerie, normalement garanti par la BPI, par votre banque et avoir minimum un salarié. Dans le doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyer un message impôt.gouv? Oui, mais vous risquez, comme le chômage partiel, c'est à bugger depuis hier, vous risquez de mettre un petit moment. Donc, moi, je veux renvoyer votre expert comptable ou envoyez-moi un message. La MSA, c'est le même principe, ça utilisera les mêmes principes. Ils se sont pliés aux mêmes règles que l'URSSAF. Donc, c'est le même principe. Peut-être qu'ils donneront plus, parce que des fois, ils ont plus de ressources. Pas évident.
Dans la région, vous voyez rien d'autre pour l'instant que le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on n'a encore aucun lien de dépôt de dossier, etc. par rapport aux régions. On a juste un numéro de téléphone dans l'immédiat. Ça va venir. Donc, comme j'ai toujours titré, on a titré Desesperate Economy, ce webinaire, j'aurais mieux fait en français, j'aurais pu dire il est urgent d'attendre. Parce qu'on partout, c'est que ça. Les fiches de paye, tout, on est urgent d'attendre parce qu'ils nous changent tout le temps et toutes les heures presque. Donc, attention. Cela concerne les IDEL aussi, bien sûr que ça concerne les IDEL. Vous pouvez percevoir toutes ces aides-là pour les mêmes principes. Si vous avez fait moins de 60 000 euros de chiffre d'affaires, si vous n'avez pas fait une baisse de 70% de votre chiffre d'affaires, etc. Donc, ça serait délicat pour les IDEL parce qu'actuellement, vous êtes plutôt bien occupé. Mais oui, le principe est le même. Donc là, j'ai une confirmation de la MSA, le même principe, oui, tout à fait. C'est le même. Je pense même que la MSA risque de donner un peu plus, moi. Mais à voir. Ensuite, justement, parce que jusqu'au bout, il y a d'autres choses que vous allez apprendre. Vous le verrez sur le support, M. Coupa, il est dernier chiffre du numéro, parce que moi non plus, je ne le connais pas par cœur. Mais il sera cette nuit ou demain matin, il sera sur le site internet. Hein, pas de souci. Hein. C'est les mêmes. Les documents pour la MSA, je pense qu'ils seront dans la même. Il faudra aller sur le site de la MSA, mais je pense que c'est la même logique, que ce soit pour l'aide des cotisations sociales. Bon, après, pour le fonds de solidarité, de toute façon, ça, c'est fiscal. Hein, que vous soyez MSA ou pas MSA, c'est pareil. Et ensuite, le principe qui est fait pour la SSI, allez voir ce qu'ils cherchent sur la MSA, mais à mon avis, ça sera exactement le principe sur la MSA. Hein. Je ne vois pas qu'il y ait trop de différence. Donc, l'aide de la région, c'est au 15 avril. Donc, on en est l'aide 1500, l'aide de la SSI ou de la MSA, l'aide de la région. Ensuite, on a eu la garde d'enfants. Donc, on m'a posé la question tout à l'heure, à ma connaissance, si vous avez eu la garde d'enfants, eh ben, ça ne se cumule pas avec le fonds de solidarité. On ne peut pas avoir les deux. D'accord? Mais une IDEL n'a pas de salarié. Bah non, attends, non, je ne suis pas d'accord. Hein. Il y a des IDEL qui ont des salariés. Hein. Ouais. Moi, j'ai même des IDEL qui ont des salariés à temps plein. Donc, non, il y a des IDEL qui ont des secrétaires. Non, c'est attention. On est bien d'accord, on ne peut pas cumuler les aides. On ne peut pas cumuler la garde d'enfants et le fonds de solidarité. Mais par contre, la région, si vous êtes dans les clous de la région, attention, il faut être dans les critères de la région, et vous avez le droit au fonds de solidarité, vous avez le droit à l'aide de la région, vous pouvez avoir l'aide du SSI, vous pouvez avoir l'ensemble de ces aides-là, mais si vous avez touché la garde d'enfants, normalement, vous n'y avez pas droit. D'accord? Ils n'ont pas fait les deux entre le fonds de solidarité, entre le fonds de solidarité et la garde d'enfants. Là, vous devez aller voir sur déclare.mli pour le faire. Donc, ceux qui vraiment ne sont pas dans les clous, etc., des 50% et autres du mois de mars, je ne sais pas s'ils ont fait une déclaration de garde d'enfants. Et j'ai envie de dire, mais franchement, on a eu les cartes en main, on a eu les règles du jeu, mais après le jeu. Donc, forcément, aujourd'hui, il y en a qui se disent « Ah merde, j'aurais su, j'aurais fait la garde d'enfants. » Sauf qu'il fallait le savoir. Puisque les derniers décrets, je me rendais compte qu'il y a encore un décret qui est sorti samedi matin pour les chômages partiels. Donc, les éditeurs informatiques sont en train de faire. C'est pas réfléchi. Ça n'a jamais été réfléchi. Le cumul est possible au sein du même foyer, mais pas de la même personne. Oui, parce que dans l'idée, c'est personne par personne. Et comme la garde d'enfant ne peut être accordée que l'un des deux parents. Donc, si l'un des deux parents a la garde d'enfant et que l'autre n'a pas eu, donc là, il y en a un qui aura le fonds de solidarité, éventuellement, et l'autre qui aura la garde d'enfant. Le piège, et ça, ils n'y ont pas pensé, c'est celui qui a demandé la garde d'enfant pendant 14 jours ou pendant 10 jours, et l'autre qui en deux pour aider sa femme parce qu'il est reparti au boulot, qui a demandé la garde d'enfant pour 5 jours. Alors, les deux ont demandé la garde d'enfant, un seulement pour 5 jours, pouf, il s'est fait avoir. Donc, c'est pas normal de connaître les règles du jeu après le jeu. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y aura des sollicitations, il y aura des cas particuliers, il y aura des commissions. C'est pas fini cette histoire, on est bien d'accord. Mais là, je vous rappelle les grands principes de base. Nos conseils. Donc, c'est quoi nos conseils en la matière? En mars, le fonds de solidarité va concerner presque personne, puisque nous avons presque travaillé normalement sur les 15 premiers jours du mois. Donc, à 70%, franchement, il n'y en aura pas énorme qui vont être touchés. Il est peu probable d'avoir 70% de baisse du CA, sauf si vous êtes dans les commerces obligatoirement fermés. C'est le fameux arrêté. En fait, il s'agit d'une prime basée, donc moi, c'est ma phrase à moi, hein. En fait, il s'agit d'une prime basée sur la sanction de ceux qui auront arrêté leur activité trop tôt par prudence, peur ou incompréhension de la surmédiatisation. J'ai envie de dire là, s'ils avaient un peu fermé leur gueule, tous ces médias, et de dire vraiment ce qui sortait juridiquement et sans tout mélanger, on n'en serait peut-être pas là non plus.
Vous êtes un commerce obligatoirement fermé, mais si vous avez fait 100% de chiffre d'affaires de mars, vous avez le droit à l'aide. Pour les autres cas, je vous souhaite courage pour vous défendre et le justifier. Étayez vos dossiers, franchement. Étayez vos dossiers. Un cabinet de kiné qui est dans les règles, oui, vous pourrez toucher, vous par exemple Sophie, comme vous êtes dans les règles, vous pourrez toucher l'aide du fonds de solidarité, si vous n'avez pas demandé à la garde d'enfants, plus l'aide de la région, si vous êtes dans les cas de figure, plus éventuellement l'aide du SSI, enfin de l'URSSAF, parce que vous ne pouvez pas payer les charges de l'URSSAF. Bon, c'est pas gagné d'obtenir tout, hein, mais ça peut être des pistes. Parce que n'oubliez pas que l'aide de la région, il faut avoir demandé à la banque une trésorerie que la banque ait refusée. Il faudra le prouver. En avril, on recommence, puisque pour l'instant, seulement le 15 avril, au niveau du confinement. Donc, en théorie, on aura du chiffre d'affaires au mois d'avril. Toutefois, même si elle reprise, elle sera lente. C'est pour ça que je disais à tout le monde, attention avec les congés forcés. Allez-y, gardez les congés forcés, éventuellement pour la fin du confinement. Moi, c'est ce que je vous propose. Et utiliser le chômage partiel en attendant. D'accord ? Est-ce qu'il est possible de faire la garde d'enfant pour un parent, le chômage partiel pour l'autre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Imaginez que vous êtes salarié, vous êtes chômage partiel parce que vous êtes salarié. Hein. Si vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas le droit. Et que madame, elle est indépendante de l'autre côté, madame, elle aura le fonds de solidarité ou la garde d'enfant, et vous aurez votre chômage partiel. C'est attaché à la personne, pas au foyer, à la personne, c'est attaché. D'accord? À moins que j'ai mal compris quelque chose, mais. Et le prêt d'aide de l'État. Sophie, je viens d'en parler, c'est le fonds de solidarité, l'aide de l'État. Je viens d'écrire exactement, vous allez sur impôt.gouv, comment ça marche, etc. C'est exactement ce que je viens de faire quand même. Ensuite, autre, je vous ai mis en autre des petites choses, notamment la TVA, parce qu'on m'a posé la question de la TVA. Je ne pensais pas que ça durait 1 heure, mais franchement, il y a pas mal de choses à dire. La TVA, il n'y a pas de report prévu pour la TVA, d'accord? Puisqu'il part du principe que vous n'êtes qu'un collecteur. Donc, vous devez la reverser. Par contre, vous avez un formulaire pour une demande d'étalement, ici. Cette demande d'étalement, faites-la si vous ne pouvez pas le payer, en même temps que la déclaration. On déclare le montant, etc. et on fait la demande d'étalement. Pourquoi? Parce que ça fera péter les majorations. C'est toujours ça le prix. Parce que vous les avez prévenus avant, ça sera toujours intéressant. Et en pratique, on vous dit que nous, on a la charge de faire la déclaration de TVA. On fait les déclarations de TVA EDI. Par contre, attention, il faut déclarer le vrai montant à payer et on fait l'étalement. Mais on ne s'amuse pas à tricher sur la déclaration de TVA. Parce que ça a 2 impacts. 1, vous pouvez avoir les manquements délibérés à pénalité de 40%. Et 2, si l'écart représente plus de 4 000 € à la fin de l'année, il faut refaire toutes les CA3. Donc attention, on ne s'amuse pas trop avec les décalages de TVA. D'accord? Ensuite, une plainte de clientèle. Oui, si vous avez vous êtes 70%, vous serez dans le cas de figure. Si vous pouvez justifier 70%, et si vous n'avez pas gagné 60 000 € l'année qui précède, vous serez dans le cas de figure. Je suis en garde alternée, j'imagine que ce ne sera pas cumulable non plus. Pas dit. Je n'ai pas regardé le cas de la garde alternée. J'ai même rien lu sur la garde alternée. Tiens, il faut me poser la question en direct parce que vous voulez en venir parce que ça peut être intéressant. Pourra-t-elle être réalisée en EDI par le collaborateur? Non, le collaborateur déclare la vraie déclaration de TVA et vous allez juste dire au collaborateur combien vous voulez payer. Si vous pouvez payer 0, vous dites je paye 0 et je fais le formulaire de demande d'étalement que j'envoie. Si jamais je peux payer quelque chose, je le paye. Attention, si l'entreprise a de la trésorerie et que vous avez fait la demande d'étalement, il n'est pas impossible qu'ils vous demandent comme les pièces le dernier relevé bancaire. Et si vous avez de la trésorerie, ils ne vont pas aimer. Donc attention avant de le demander quand même. Évitez les effets d'aubaine. Hein. Moi, c'est ce que je pense, parce que les effets d'aubaine, à mon avis, moi, je serais l'État, je les sanctionnerais, mais alors grave. Donc, attention aux effets d'aubaine. Donc, je vous ai mis un truc sur la TVA. Je vous ai mis un truc sur la CCSF. Donc, moi, ça fait 20 ans que je fais la CCSF ou presque. C'est avant, ouais, même 20 ans, parce que avant, ça s'appelait le COCHEF. Alors, ça, c'est une superbe idée. C'est que quand vous avez des dettes sociales, fiscales, et que ça finit par vous étouffer, tout ça, avec ce qui vient de se passer, vous n'allez pas partir en redressement judiciaire, parce que si le banquier vous refuse ou quoi que ce soit, vous avez ce qu'on appelle la CCSF. C'est-à-dire qu'on va mettre un pot commun avec tout ce que vous devez à l'URSSAF, éventuellement ce que vous devez au RSI, ce que vous devez à la TVA, à la CFE, etc., mais pas les impôts privés, les impôts professionnels. Vous allez déposer ça dans une commission avec un prévisionnel, avec tout un tas de dossiers, et vous réétalez normalement entre 12 et 24 mois. Là, je pense qu'ils vont réétaler quand même sur 24 mois.
Donc, du coup, le dossier de CCSF, quand vraiment vous arrivez à un point où c'est difficilement supportable, c'est une très bonne idée de pratiquer le CCSF. Oui, le prêt que vous dites de 25%, on a dit que je ne parlais pas des pays. Les banques auront le droit d'aller prêter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires d'un moisin à un taux très bas, sur lequel vous aurez un moratoire de 1 an et ensuite vous rembourserez sur 5 ans. D'accord? Attention, il faudra le rembourser. Donc, moi, j'engage vivement à réfléchir avant de demander ce genre de prêt. Ce n'est pas gratuit, même si le taux d'intérêt est très bas, il est de 0,25. Mais par contre, vous avez des garanties de la BPI. J'ai fait un webinaire trésorerie, vous regarderez les titres. J'ai fait un webinaire trésorerie où j'en ai parlé de tout ça. Il y a déjà eu un webinaire là-dessus, c'est pour ça que je l'ai occulté aujourd'hui. J'y reviendrai, je pense, vendredi. Puis-je modifier mon arrêt pour garde d'enfant? Je vais noter jusqu'au 5 avril pour pouvoir demander les aides en avril. Oui, oui, c'est peut-être pas un mal, oui. Parce que si on continue avec cette fête que c'est pas cumulable, ce que je vous dis, aberrant, pour moi, il y a pas que ça, comme il y en a d'autres. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc le CCFF. Ensuite, je vous ai mis un site qui s'appelle Les Aides. Lesaides.fr, c'est un super site que vous aurez du temps et en tant que chef d'entreprise, vous allez pouvoir peut-être y aller. J'ai fait un exemple, par exemple, pour un commerce de réparation automobile qui est dans le Var, qui est des CRL, qui est à l'accro, et sur lequel vous cochez toutes les cases, c'est préférable. Il m'a trouvé 28 dispositifs d'aide, sur lequel il faut toujours répondre oui, parce que s'il y a des actions de conseil, parce que c'est du copinage, donc répondez toujours oui. Et ensuite, il va vous sortir un tas d'aides que vous auriez éventuellement droit. Vous voyez, par exemple, la CCSF, l'allocation partielle, l'accompagnement du départ à la retraite, les conventions FNE, délai de paiement des échéances du Covid. Vous avez tout un panel d'aides. Donc, allez voir ce site. Il n'est pas si mal fait. Et déjà, ça pourra peut-être vous aider de trouver des solutions qui vous appartiennent. D'accord? Ensuite, je vous ai mis pour le bonus de la fin un petit fascicule sur les voyages. Je vous laisserai le lire parce que c'est grosso modo comment ça se marche pour les reports de voyage. Et je vous ai mis ensuite 2-3 pages qui expliquent ce que c'est que les ordonnances et comment les ordonnances peuvent être prises. Je trouve que c'était sympa, c'est bien fait par le Sénat. Donc, je me suis dit, tiens, ça sera 2 petites informations bonus. Donc, aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les aides possibles et imaginables et de tout ce qui va se passer pour les chefs d'entreprise. Ce support-là, je veux le mettre le plus tôt possible. Allez voir ce support, travaillez avec ce support. Je pense que certains d'entre vous ont compris pourquoi je leur disais « Mais non, attendez, ne le faites pas tout de suite » parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément, dans cette surmédiatisation, le trop d'infos tue l'info. Attention, d'accord? Mais 1 000 € d'aide aux adhérents, demande à formuler. L'AMA, CSF, met 1 000 € d'aide. Très bien. Vous voyez quelque chose que je viens d'apprendre. Je pense qu'il y aura d'autres compagnies qui feront ce genre de jeu. Quelles sont les conditions pour obtenir cette aide? Je ne sais pas. C'est très intéressant de le faire. En même temps que vous me dites ça, je me pose la question, est-ce qu'il y aura un moyen de faire un espèce de forum? Je ne sais pas. Donc, on se laisse 2 minutes parce que beaucoup de gens ont quitté la séance en cours de route parce que c'est vrai que c'était long. S'il y a quelqu'un qui a une petite remarque, sinon je vais m'arrêter là, parce que ça fait quand même un bon moment. Est-ce que vous avez des dernières petites questions? Moi, j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être le plus objectif possible, le plus condensé, le plus pragmatique possible. J'espère que ça vous aidera pour vraiment faire vos aides. J'ai reçu ce jour autorisation chômage partiel jusqu'au 30 avril avec un nombre d'heures maxi de 1234 heures. Puis-je faire travailler mes salariés quelques heures? Attention, ça dépend si vous avez demandé réduction ou suspension. Mais 1234 heures, c'est pour l'ensemble de votre personnel, forcément. Ça dépend. Contacter le collaborateur et ça dépend si vous êtes en réduction ou pas. Si vous avez fait l'option de réduction, oui, vous pouvez. Moi, a été fermé. Attention, parce qu'il y a tellement de messages là que du coup, je les vois plus tous là, et ça supprime. Alors, mon commerce de vêtements est fermé. On m'a proposé de faire un remplacement dans un commerce alimentaire le temps du confinement. Quel contrat est-il possible de cumuler avec les aides? Attention, l'aide, si vous avez un contrat de travail qui va vous sortir, attention avec le contrat de temps partiel. Hein. Si c'est un temps plein, de ce que j'ai vu, ça fonctionne. Si c'est un temps partiel ou autre, il ne faut pas que ça dépasse les 800 €. Si ça dépasse 800 €, vous n'aurez pas le droit à l'aide. Ça, c'est des cas de figure qu'ils n'ont pas suffisamment prévus. Je suis assez d'accord. L'esthétique n'est pas modifié dans les 2 cas. N'est pas notifié dans les 2 cas. Oui, mais il n'est pas notifié, l'esthétique. Donc, s'il n'est pas dans le journal officiel et s'il n'est pas notifié, ça veut dire que vous pouvez continuer. Je rappellerai que les logiques françaises, c'est
Rien n'est interdit, sauf, enfin, on peut tout faire, sauf si c'est interdit. Donc, attention, si c'est pas notifié, pour moi, c'est que vous pouvez bosser. Pensez que j'ai fait partie de la fermeture obligatoire. Pensez que je fais partie de la fermeture obligatoire pour le club de Toulon. Oui, ça oui. Si la garde d'enfants est associée à un arrêt maladie, est-ce que les CPM ne prennent en charge qu'une partie ou est-ce que la province peut prendre en charge le complément de salaire? Le complément de salaire ne peut être pris en charge, ça dépend de votre convention collective. Là, je vais en reparler dans la semaine pour le chômage partiel, parce que c'est un gros flou, c'est un gros débat. Ils en ont encore reparlé ce matin. Ils ne savent vraiment pas trop quoi faire encore. C'est vraiment pas évident, cette notion de chômage partiel et de garde d'enfants. Et moi, les deux, sur la garde d'enfants, je maintiens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez refaire des points dans les semaines à venir? Oui, le webinaire, c'est tous les jours 18h. Donc, à chaque fois, je rapporte des news, etc. C'est tous les jours de 18h. Et ensuite, toutes celles qui ont été faites depuis vendredi dernier, donc on dit en 8, vous les retrouvez sur le site Défi Conseil TV, sur YouTube Défi Conseil TV. D'accord. C'est bon, j'ai fait le... Donc, les SAS, rien. Nada, que dalle. Je confirme. Pour l'instant, ils n'ont rien. Donc, je pense que ça va bouger, mais pour l'instant, ils n'ont rien. Oui, c'est très difficile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'attention, le trop d'infos tue l'info. C'est pour ça que je vous ai fait ça et vous pouvez faire suivre ces webinaires. Mon atelier de couture est fermé depuis 15 mois. Je n'ai plus de clients, donc plus de trésorerie, donc impossible de me les passer. Je fais quoi pour l'arrêter? Pour l'arrêter, rien. Sauf si vous voulez arrêter complètement votre activité. Là, vous êtes dans les cas où il faut demander toutes les aides possibles et imaginables. Mais arrêter... Myriam, posez-moi la question pareille. Est-ce que vous voulez arrêter votre activité ou je ne comprends pas trop ce que vous voulez? Mais autrement, il y a les aides de la banque, oui. Pensez que je fais partie, oui, ça c'est fait. Pas possible de faire une épilation, oui, ça sera, je vous dirai, ça sera dans les cas de figure qu'ils n'ont pas prévu et que forcément vous étiez fermé. Le site où ça sera noté, c'est déficonseil.com, déficonseil.com, non, qu'est-ce que je dis moi? Déficonseil.com tout simplement, et vous avez une page coronavirus, déficonseil.com. C'est tout notre site. Depuis 10 jours, on met tout un tas de supports, tout un tas d'aides, etc. depuis une dizaine de jours. Donc, vous avez beaucoup d'outils sur le site. Petite précision pour ceux qui n'ont pas entendu, demain, c'est un spécialiste des registres, des cahiers des risques professionnels qui vient exposer qu'est-ce que vous devez faire pour maintenant et pour le retour. Le dossier du SSI, vous leur envoyez directement. Hein. Donc, l'adresse, normalement, elle est marquée sur mon support, aide sociale, etc. Vous l'avez sur le support. Aide sociale en haut, hein, c'est bien marqué. On a répondu, 140 personnes connectées. Bah ouais, c'est bien. Je ne suis pas arrivé à 150, je suis déçu. Non, les CS, rien. Allez, sur ce, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ça a mis 1h14. Hein. Je m'attendais que ce soit très long. On ferme, parce qu'il faut maintenant vous mettre ça sur le site, parce qu'on va vous mettre ce power sur YouTube aussi, pour que vous puissiez justement avoir les explications en même temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre soutien. Il y a beaucoup qui m'envoient des petits messages, etc., personnels ou des mails, juste pour me soutenir. C'est très agréable et je vous remercie tous. Bye bye.